J'ai vu des matchs de Lyon, je me suis dit là, s'il marque là, c'est abusé. Et hop, et puis il marque. Il y avait 30-40 coups francs par séance. Il y avait 90% des coups francs qui étaient cadrés. Moi, pour moi, de l'histoire, j'ai jamais vu un mec tirer des coups francs comme lui. Pour moi, de l'histoire, c'est le meilleur. Et de loin, très loin. Bon, voilà le truc. Au football, on peut arrêter n'importe qui. Tu peux arrêter un dribbleur, tu peux doubler le marquage sur un attaquant, tu peux étouffer le milieu, mais il y a une chose que tu ne peux pas défendre, un coup franc. Et personne n'a su mieux le prouver que Juninho Pernambucano. Ce gars-là ne se contentait pas de marquer des coups francs. Pour lui, c'était des pénaltys. 77 dans toute sa carrière. C'est pas normal, c'est pas humain, c'est tout à fait extraordinaire. Les défenseurs détestaient jouer contre Lyon. Non pas parce que l'équipe était pleine de stars, mais à cause d'un seul joueur. Commettre une faute à 40 mètres, mieux vaut mettre le ballon au point de pénalty. Thierry Henry a dit un jour que les coups francs étaient comme des pénaltys pour Juninho. Pirlo l'a appelé un magicien. Ronaldo a essayé de l'imiter, mais voilà la vérité. Tu ne peux pas copier Juninho, tu ne peux que l'admirer. Ce qui le rendait spécial, ce n'était pas seulement les chiffres, c'était son allure. Quand Lyon obtenait un coup franc, le stade devenait silencieux. Les supporters se penchaient en avant, même le banc adverse arrêtait de respirer. Et puis, tu savais ce qui allait suivre. Cette trajectoire improbable, cette courbe qui défiait les lois de la physique. Et quand le filet tremblait, tu souriais, parce qu'au fond de toi, tu t'y attendais. Juninho n'est pas né avec cette magie, il l'a créée, sur des terrains poussiéreux, à force d'échecs et de frustration, avec une obsession permanente pour un sport que la plupart des gens considéraient plutôt comme un simple divertissement. Voici l'histoire du gamin de Recife, qui est devenu le roi des coups francs. Pas juste un grand joueur, mais un joueur qui faisait arrêter le temps à chaque coup franc. Voici l'histoire de Juninho Pernambucano. Juninho! Fred plays for Leon, took the free kick himself. Slippery ball. He's done just that, he scored! Juninho's done it! Oh, the stadium is erupting. L'histoire de Juninho, ce n'est pas le conte de fées brésilien classique. Pas de gamin pieds nus jonglant avec des oranges sur la plage, pas de père rêvant de le voir un jour en maillot jaune. En réalité, chez lui, le foot était interdit. Son père, ancien militaire, était strict, à l'ancienne. Pour lui, le foot, c'était un sport de gamin des favelas. Pas pour une famille comme la sienne. S'il tombait sur un ballon à la maison, il prenait un couteau et le crevait. Pour beaucoup, ça aurait suffi à tuer le rêve. Mais pour Juninho, c'était juste le début. Pendant que son père travaillait, Juninho sortait en cachette. Peu importe ce qu'il trouvait, une bouteille en plastique, une chaussette roulée, un vieux ballon emprunté au voisin, il courait au terrain derrière son immeuble. Que ce soit du sable, du béton ou du gazon, ça lui était égal. Il voulait juste jouer. Très vite, il rassemblait les gamins du quartier, organisait les matchs, montait les équipes et il s'amusait. Et quand quelqu'un a soufflé qu'il y avait un tournoi de futsal local, Juninho a sauté sur l'occasion. Il a convaincu un parent de jouer les coachs, a inscrit l'équipe et s'est retrouvé face à des clubs pro. En finale, il tombe contre Nautico, un club de première division. Résultat, 6-1. Juninho termine meilleur buteur. Sa réputation était déjà faite avant même qu'il ne mette un pied en centre de formation. Mais percer n'a pas été simple. Santa Cruz voulait lui faire signer un contrat. Mais Juninho avait trop peur de demander l'autorisation de son père. C'est sa sœur en cachette qui a arrangé un essai à Sport Recife, son club de cœur. Quand il est arrivé, le coach a regardé ce petit gars tout maigre, aux yeux clairs, et a failli éclater de rire. Mais moins de 2 ans plus tard, Juninho marquait déjà en équipe première, driblait les gardiens, envoyait des frappes de folie et a offert un titre de champion régional à Sport Recife. Juninho n'était pas censé réussir, mais le football en avait décidé autrement. Quand Juninho a débarqué à Vasco da Gama, il n'était pas seulement un jeune prometteur, c'était une véritable pépite qui s'annonçait. Vasco, c'est pas un petit club, un énorme palmarès, des milliers de supporters, mais à l'époque, il crevait de faim pour quelque chose de grand. Quand Juninho est arrivé, honnêtement, personne ne s'est excité. Il n'était pas une star, pas une recrue spectaculaire, mais dès son premier match, il a fait tourner les têtes. Une frappe de l'extérieur de la surface, un missile qui a forcé même les anciens du vestiaire à demander « Mais c'est qui ce gamin ?» Rapidement, Vasco a compris ce qu'ils avaient entre les mains. Juninho n'était pas juste un milieu de terrain, c'était un joueur capable de changer un match. Dès sa 2e saison, c'est lui qui se chargeait des coups francs. Lors de sa 3e saison, il est devenu un véritable créateur. Ses coéquipiers plaisantaient même en disant que Vasco a dû commander des mannequins d'entraînement plus grands, mais même eux ne pouvaient rien contre Juninho. Plus le coup franc était loin, plus c'était dangereux. Mais le 22 juillet 1998, la Copa Libertadores, c'était son moment de gloire. Vasco contre River Plate, à Buenos Aires. Demi-finale retour.
Vasco menait 1-0 après l'aller, mais River avait égalisé vite. Le stade monumental était complètement en délire. 80 000 supporters hurlaient derrière leur équipe. Le rêve de Vasco da Gama de jouer sa première finale de Libertadores était en train de se briser. Et puis, à la 81e minute, un coup de sifflet a été entendu. Coup franc, plus de 30 mètres. Juninho s'est avancé et le mur de River Plate semblait nerveux. Les supporters essayaient de déstabiliser Juninho avec leurs cris. La pression était incroyable, mais la frappe de Juninho l'était encore plus. Un tir exceptionnel. Le ballon a flotté, a tourné et a fini en pleine lucarne. Personne n'entendait encore les supporters du River Plate. Vasco da Gama se sont donc qualifiés en finale. Vasco a ensuite dominé la finale contre Barcelona SC d'Équateur. L'équipe a décroché sa toute première Copa Libertadores et Juninho a gravé son nom dans l'histoire du football sud-américain. De retour au Brésil, Juninho était partout, à la une des journaux, sur les plateaux télé, au cœur des débats sur l'équipe nationale. Quelques mois plus tard, il a marqué une belle volée même contre le Real Madrid en coupe intercontinentale, histoire de montrer que sa magie marche aussi à l'échelle mondiale et contre les plus grands clubs du monde. Mais Vasco, c'était le bazar total. Des embrouilles de contrats, des galères d'argent, des tensions entre les joueurs et les dirigeants. Juninho était coincé au milieu de tout ça. Et forcément, les gros clubs européens commençaient à tourner autour. Barcelone appelait. Rivaldo voulait absolument l'avoir à ses côtés. Mais pendant que tout le monde pensait qu'il allait partir en Espagne, un autre club, beaucoup moins flashy, préparait son coup tranquille. Lyon, à l'époque, c'était juste une bonne équipe de Ligue 1. Sans gros palmarès, sans vrai poids en Europe, mais ils avaient Jean-Michel Aulas, un président qui voyait grand, et Bernard Lacombe, un directeur sportif qui était convaincu que Juninho pouvait tout changer. Et là où personne ne s'y attendait, Lyon a réussi le braquage parfait. Ils ont arraché sa signature. Et ce jour-là, ils n'ont pas juste recruté un joueur, ils ont embarqué le mec qui allait construire leur légende. À l'époque, Lyon n'était pas encore le roi de France. C'était un club ambitieux, affamé, qui attendait quelqu'un pour le faire passer au niveau supérieur. Jean-Michel Aulas était convaincu que Juninho pouvait être cet homme. Juninho a donné sa parole, et il l'a tenue. Quand la nouvelle a éclaté au Brésil, beaucoup l'ont traité de fou. Qui refuse le Barça? Mais Juninho n'avait jamais cherché la facilité. Lui, il voulait construire, pas juste s'incruster. Sa première saison en France a été un vrai apprentissage. Il a dû s'adapter, comprendre le rythme de la Ligue 1, trouver sa place dans le vestiaire, mais quand ça a cliqué, tout a explosé. Dernière journée de la saison 2001-2002. Lyon contre Lens, une finale pour le titre. Lyon devait absolument gagner. Juninho a sorti un match monstrueux. Il a orchestré le jeu, distribué les passes et participé au but décisif. Lyon a finalement remporté son tout premier titre de champion de France et a lancé le début d'une ère historique. Mais ça, ce n'était que le début. Juninho n'était pas juste un milieu de terrain talentueux, c'était un leader, un artiste et un cauchemar pour les gardiens. Saison après saison, son influence grandissait. Il enchaînait les passes décisives, envoyait des frappes de loin incroyables et bien sûr, transformait des coups francs venus de n'importe où. Il venait presque voir un coup franc de Juninho, c'était devenu une attraction dans le match. Dès sa deuxième saison, Juninho était devenu le cœur de Lyon. À la troisième, tout le monde comptait sur lui. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Meilleur buteur, meilleur passeur, l'homme vers qui tout le monde se tournait dans les moments les plus décisifs. Et même si l'Europe ne réalisait pas encore à quel point il était fort, en France, c'était déjà clair. Lyon avait trouvé son roi. À sa troisième saison, Juninho est devenu non seulement le créateur de jeu de Lyon, mais aussi son moteur, le capitaine sans brassard, celui que tout le stade de Gerland adorait. Avec Michael Essien au milieu, Govou qui débordait sur les ailes et Sonny Henderson qui faisait trembler les filets, Lyon avait une équipe qui faisait peur. Mais quand les matchs devenaient serrés, quand les adversaires bloquaient tout le monde regardait Juninho. Et presque à chaque fois, il faisait la différence. Ce n'était pas seulement les coups francs, même si c'était incroyable. C'était sa vision du jeu, sa manière de dicter le rythme. C'est parce que personne d'autre ne voyait. Juninho pouvait casser une défense d'un simple geste, calmer le jeu ou accélérer si nécessaire, et porter l'équipe sur ses épaules quand il le fallait. Les défenseurs n'en pouvaient plus de lui, les fans l'adoraient et les médias ne savaient plus comment le décrire. Il a mis 13 buts cette saison-là, devant même certains attaquants. Avec ses passes, il a régalé Wiltor, Luindula, Fred, Benzema, la liste est longue. Mais au-delà des stats, c'était surtout les moments qui comptaient. Ce missile de 35 mètres contre Ajaccio, cette frappe enroulée contre Nice, ou encore sa masterclass en Ligue des Champions au stade olympique de Munich.
Juninho vivait pour les grands rendez-vous. En 2005, Lyon n'était plus juste champion, c'était une machine. Et Juninho en était le moteur. Pas le Brésilien le plus spectaculaire, pas le plus rapide, mais demande à n'importe quel fan lyonnais de l'époque, Juninho, c'était tout. Mais ce qui rendait les adversaires fous, c'est qu'il devenait encore plus fort saison après saison. Plus de buts, plus de passes, plus de coups francs de folie. Chaque été, on se demandait s'il allait partir pour un plus gros club, pour un plus gros salaire et plus de réussite. Mais Juninho est resté. Et Lyon, qui n'était qu'un club français parmi d'autres, est devenu désormais une équipe légendaire. Malgré toute la domination de Lyon en France, l'Europe restait cette montagne qu'il n'arrivait pas à gravir. Et Juninho ressentait ce poids plus que personne. Au milieu des années 2000, Lyon ne faisait plus seulement peur en Ligue 1, ils étaient aussi craints en Ligue des Champions. Et au centre de tout ça, il y avait Juninho, qui dominait le milieu de terrain, balançait ses passes et, évidemment, faisait flipper les gardiens avec ses coups francs de dingue. Pendant les phases de groupe, Juninho a été exceptionnel. Que ce soit contre le Bayern de Munich, le Real Madrid ou le Werder Brême, ça ne changeait rien pour lui. Contre le Bayern, il a créé 4 occasions, gagné 21 duels sur 22 et a marqué un coup franc tellement sale qu'Oliver Kahn s'était écrasé contre son poteau en essayant de l'arrêter. Contre le Real Madrid, il a enroulé le ballon au-dessus de Casillas comme s'il était un gardien de 3e division. Mais une fois arrivé en quart de finale, les choses se sont compliquées. Porto, le PSV, l'AC Milan, année après année, c'était impossible pour eux de passer ce tour. Et à chaque fois, Juninho quittait le terrain déçu. Mais il revenait plus fort l'année suivante, prêt à tout pour amener Lyon encore plus loin. Chaque saison, les supporters y croyaient. Peut-être que cette fois, ça serait la bonne. Peut-être que Juninho pourrait enfin lever ce trophée. Il s'en est approché bien plus que ce qu'on aurait imaginé le jour où il avait posé ses valises en France. Mais parfois, le football se moque de ton talent ou de ton acharnement. Parfois, il te brise le cœur. Et pourtant, l'héritage de Juninho en Ligue des Champions n'avait rien à voir avec des médailles. C'était une question de moment. Ses frappes de dingue, ses retournements, ses nuits où il obligeait toute l'Europe à le regarder et à l'admirer. Pendant des années, Juninho avait été ce magicien que l'Europe appréciait, mais que le Brésil oubliait souvent. Dans un pays rempli de stars comme Ronaldo, Ronaldinho, Kaká ou Rivaldo, c'était facile de passer à côté d'un milieu discret. Mais en 2006, même la Seleção ne pouvait plus l'ignorer. La Coupe du Monde en Allemagne devait être le sacre du Brésil. L'équipe ressemblait à un jeu vidéo. Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká et enfin Juninho. Pour lui, ce n'était pas juste un tournoi. C'était l'occasion de montrer à son pays ce que Lyon, l'Europe et tous les gardiens savaient déjà, qu'il avait sa place parmi les plus grands. Au début, il a dû attendre sa chance. Le Brésil s'est facilement qualifié. Mais face au Japon, Juninho a eu sa chance. En début de deuxième mi-temps, sur un coup franc à 35 mètres, il a frappé et bien sûr, il a marqué. Le stade a explosé, ses coéquipiers ont couru vers lui, mais lui est resté calme, comme toujours. À Lyon, personne n'était surpris. Il connaissait déjà très bien la chanson. Juninho a joué quelques minutes contre le Ghana en 8e, puis est venu le quart de finale face à la France. En face, il y avait Zidane. Ce soir-là, ce n'était pas juste un match, c'était une finale avant l'heure. Juninho a tout donné. Il a couru partout, tenté de faire jouer son équipe, mais Zidane ce soir-là était intouchable. Le Brésil a perdu 1-0. À la fin, Juninho est resté debout, les yeux humides, pendant que les Français fêtaient leur victoire. Avant le coup d'envoi, il avait pleuré en entendant l'hymne. Après le match, les larmes étaient revenues, mais elles n'avaient pas le même goût. Après ce mondial, Juninho a pris une décision qui a choqué le Brésil. Il a pris sa retraite internationale. 40 sélections, 6 buts, et il a tout arrêté, préférant se consacrer à Lyon, le club qui avait cru en lui. Pour certains, son histoire avec le Brésil est inachevée, sans médaille de champion du monde, mais pour Juninho, le véritable succès a peut-être été de monter sur cette scène, d'entendre son hymne et de savoir enfin qu'il avait mérité sa place parmi les meilleurs. À la fin des années 2000, Juninho n'était plus juste un joueur à Lyon, il était devenu une légende vivante. 7 titres de Ligue 1 consécutifs, des soirées inoubliables et toute une génération de fans qui avaient grandi avec son nom floqué dans le dos. Mais comme toujours, le succès ne dure pas. Lors de la saison 2008-2009, les signes étaient là. Lyon, autrefois intouchable, commençait à sentir la chaleur. Bordeaux, Marseille et même Lille poussaient fort. Et en Europe, les géants du football européen, notamment le Barça à l'époque, écrasaient tout le monde. Juninho a plus de 30 ans, portait encore l'équipe, claquait toujours ses coups francs de malade et dirigeait les matchs avec cette élégance qui n'appartenait qu'à lui. Mais même le roi de Gerland ne pouvait pas défier le temps indéfiniment.
Cette saison-là, il a quand même planté son 100e but sous le maillot lyonnais. Un chiffre inimaginable pour un milieu de terrain. Mais ce qu'on retient surtout, ce sont ces 44 coups de franc qui sont restés gravés dans les mémoires de tous les fans de football. Mais sur le terrain, les problèmes commencent à se faire sentir. Bordeaux, emmené par Johan Gourcuff, s'est emparé du titre, mettant fin à la dynastie que Juninho avait bâtie presque à lui seul. Il n'y a pas eu de rancune, pas de polémique, il a compris qu'un cycle touchait à sa fin. Alors en mai 2009, contre Caen, Juninho a joué son dernier match à Gerland sous le maillot lyonnais. Les tribunes étaient debout, pas de simples applaudissements, une ovation, 10 minutes d'ovation debout, des banderoles, des écharpes levées et un seul mot dans toutes les bouches. Merci. Pour Juninho, ça n'avait jamais été qu'une histoire de trophée, c'était avant tout une histoire de lien. Avec le supporter, avec le club, avec une ville qu'il avait adoptée comme l'un des siens. Il était arrivé comme un inconnu du Brésil, un joueur qui avait refusé Barcelone pour tenter sa chance dans un club sans titre majeur. 8 ans plus tard, il repartait comme le plus grand joueur de l'histoire de l'OL. Mais Juninho n'en avait pas fini. Comme beaucoup de légendes sud-américaines, il est parti au Qatar, à Al Gharafa. 2 ans, 2 coupes nationales, un titre de champion, la magie était toujours là. Un peu plus rare, un peu plus discrète, puis retour à Vasco da Gama, le club de ses débuts, où il est revenu comme un fils qu'on accueille à bras ouverts. Un dernier tour, un dernier brassard, un dernier coup franc de 35 mètres, frappé comme un clin d'œil au passé. Même un court passage en MLS avec Thierry Henry aux New York Red Bulls n'a pas pu effacer le sentiment que, pour Juninho, le football a toujours été avant tout une histoire d'amour. Et en 2014, après une dernière blessure, Juninho a décidé de dire stop. Pas de cérémonie d'adieu, rien de dramatique, juste un simple au revoir de la part d'un homme qui a tout donné et même plus. Le dernier coup de sifflet de Juninho était discret, presque en douceur, à l'image du joueur qu'il a toujours été. Mais son héritage, lui, n'a rien de discret. Que ce soit au Brésil, à Lyon ou partout ailleurs dans le monde, le nom de Juninho fait toujours briller les yeux. Juninho, ce n'était pas juste le meilleur tireur de coups francs qu'on ait vu. Il a changé notre manière de voir les coups de pied arrêtés. Bien avant les vidéos YouTube et les compilations sur internet, Juninho faisait des dingueries sur les pelouses de Gerland chaque week-end. Il nous faisait croire que l'impossible était normal. Mais au-delà des coups francs monstrueux, des stats et des trophées, Juninho a marqué les esprits pour autre chose, sa fidélité. Dans un monde où beaucoup de joueurs partaient pour plus d'argent ou plus de lumière, lui, il est resté. Il a dit non au Barça, il a préféré écrire l'histoire à Lyon. Il a préféré être un vrai leader plutôt que de courir après les gros titres. Et c'est pour ça qu'il est devenu bien plus qu'un simple joueur. Il est devenu une légende. À Lyon, il a construit un empire. Pour le Brésil, il reste le talent qu'on a découvert trop tard. Et ce joueur, dont on se dit encore aujourd'hui, il méritait mieux. Et pour le foot en général, Juninho, c'est juste du pur plaisir. Une preuve que la vraie beauté du jeu se cache dans les détails. La courbe d'un coup franc, le silence juste avant la frappe et l'explosion quand le ballon touche les filets. Juninho a quitté les terrains, mais il ne quittera jamais le cœur des fans de football, et surtout des Lyonnais. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.